Bonjour ou bonsoir chers amis. Alors aujourd'hui je viens vous parler concernant un autre régime fiscal d'exception qu'on peut trouver dans la loi numéro 14/005 du 11 février 2014 portant régime fiscal, douanier, parafiscal, des recettes non fiscales et d'échanges applicables aux conventions de collaboration et aux projets de coopération. Voilà. Alors, par rapport à cette présentation d'aujourd'hui, premièrement, je vais vous présenter d'abord les dispositions générales de cette loi. Deuxièmement, je vais parler concernant les champs d'application de cette loi. Et ensuite, je vais parler concernant les conditions d'éligibilité de cette loi. Et enfin, je vais parler concernant les avantages accordés. Donc, je vais vous montrer quelques avantages d'ordre fiscal, douanier, parafiscal que ce régime accorde aux bénéficiaires. Voilà. Alors, je vais commencer avec les premiers points concernant les dispositions générales. Et là, je vais d'abord vous présenter l'objet de cette loi. Et ce qu'il faut retenir par rapport à l'objet, la présente loi fixe tout simplement les dispositions particulières et les régimes fiscaux, douaniers, parafiscales, des recettes non fiscales et d'échanges applicables aux conventions de collaboration et aux projets de coopération dans le cadre du partenariat public et privé. Donc, cette loi, c'est une loi qui s'applique seulement dans un contrat de partenariat public et privé, c'est-à-dire l'État peut conclure un contrat de partenariat avec soit les entreprises ou soit les sociétés pour la réalisation soit des travaux publics en termes de construction par exemple des routes, des écoles et ainsi de suite. Alors pour réglementer ce secteur, c'est en ce moment-là que l'État applique cette loi pour savoir comment est-ce que chaque partie sera bien gérée. Alors, l'aspect que nous allons beaucoup plus aborder par rapport donc à cette présentation, c'est l'aspect lié à l'application, donc à l'application de cette loi au niveau des régimes fiscal, douanier ainsi que parafiscal. Donc l'aspect lié donc aux dispositions d'échange, là on va faire abstraction de ces côtés. Donc nous allons beaucoup plus nous focaliser à ce qui concerne l'aspect fiscal, douanier ainsi que parafiscal de cette loi. Alors, je vais également vous donner d'abord quelques définitions des différents concepts de cette loi, parce qu'il peut arriver que vous trouverez certains concepts, soit ça peut vous compliquer, soit la compréhension ne sera pas la même avec l'esprit de la loi. Alors, la première définition, je vais vous définir d'abord les activités étrangères, c'est quoi? Conformément à la loi. Selon cette loi, une activité étrangère, il s'agit tout simplement des activités ou de toute activité qui ne rentre pas dans l'objet ni dans les objectifs de la convention de collaboration ainsi que des conventions connexes. Et deuxième concept à définir, c'est par rapport à la convention de collaboration. Il s'agit de quoi?
Une convention de collaboration, c'est tout simplement une convention conclue entre l'État et un groupement d'entreprises, soit avec une entreprise ou soit avec d'autres institutions portant sur un projet de coopération susceptible de contribuer de façon substantielle au développement économique et ou social du pays. Alors, je vais également vous donner la définition d'une convention connexe. Il s'agit de quoi? Une convention connexe, c'est toutes les conventions conclues dans les mêmes conditions qu'une convention de collaboration et visant tout simplement à atteindre la réalisation d'un ou plusieurs objectifs d'une ou plusieurs composantes du projet de coopération qui fait l'objet d'un contrat de collaboration. Alors, on peut également définir un groupement. C'est quoi? Si on parle du groupement ici, on fait allusion au groupement d'entreprises. Il s'agit de quoi? Il s'agit donc de deux ou de plusieurs entreprises ou soit des sociétés ou établissements qui concourent tout simplement au financement ainsi qu'à la réalisation des grands travaux. Donc, ça peut être l'ensemble de deux ou de plusieurs entreprises ou soit des sociétés ou des établissements qui peuvent concourir tout simplement au financement ainsi qu'à la réalisation des grands travaux. Comme je vous ai dit, ça peut être soit des travaux de construction des routes, des écoles, des infrastructures de base, ainsi de suite. Alors, un partenariat public-privé, c'est quoi? Quand on parle d'un partenariat public et privé, il s'agit tout simplement d'un mode de financement par lequel la puissance publique fait appel à des prestataires privés dans le cadre d'une convention de collaboration pour financer et gérer des projets publics d'infrastructures ou soit de construction d'ouvrages ou encore d'équipements ou tout autre investissement nécessaire au service public sur une longue durée. Alors, je vais vous définir également les projets connexes. Il s'agit de quoi? Un projet connexe, c'est tout projet mis en place dans les mêmes conditions qu'un projet de coopération et visant tout simplement à atteindre un ou plusieurs objectifs d'un projet de coopération, notamment les projets de construction de centres hydroélectriques ou soit des réseaux d'électricité ou soit des routes ou soit encore des chemins de fer. Alors, un projet de coopération, c'est quoi? Quand on parle du projet de coopération, il s'agit seulement d'un projet permettant de mobiliser des ressources financières nécessaires afin de réaliser le développement économique et social du pays de façon substantielle ou de façon durable. Alors, les projets de coopération portent sur les infrastructures de base ainsi que sur les ressources naturelles, notamment soit les mines ou soit les hydrocarbures ou soit les forêts et les eaux. Maintenant, un projet d'infrastructure, c'est quoi? Donc, il s'agit tout simplement d'un projet portant sur les travaux d'aménagement intérieur, ou soit les travaux de génie civil, ou soit encore les travaux publics réalisés par les entreprises, ou soit par les groupements d'entreprises, ou soit par les sociétés ou les établissements dans le cadre de la convention de collaboration. Maintenant, parlons également du projet minier. Il s'agit de quoi? Il s'agit tout simplement d'un projet visant
l'exploitation d'un gisement minier mis sur pied par les parties à la convention de collaboration. Alors, le projet minier comprend également tous les projets qui contribueront à la réalisation d'un projet de coopération tels que les projets de construction des centres hydroélectriques ou soit des réseaux d'électricité, soit des routes ou soit des chemins de fer. Alors, une autre définition, que signifient les sociétés communes? Donc, c'est une société créée entre, d'une part, l'État et ou une entreprise de l'État désignée par ce dernier, et d'autre part, l'entreprise ou le groupement d'entreprises ayant conclu une convention de collaboration ou encore une autre société commune. Un titre d'exploitation, c'est quoi? Un titre d'exploitation, c'est un titre permettant tout simplement à la société commune d'exploiter l'activité pour laquelle elle a été constituée. Il s'agit soit des titres miniers, soit des titres des hydrocarbures ou soit encore des titres forestiers selon les cas ou de tous autres titres permettant l'exercice d'une activité économique. Et enfin, je vais vous définir les travaux d'aménagement intérieur. Il s'agit de quoi? Ce sont tout simplement des travaux de génie civil ainsi que des travaux publics. Voilà. Alors, avec ça, je vais vous expliquer le deuxième point concernant les champs d'application de cette loi. Maintenant, ce qu'il faut retenir, la présente loi s'applique aux entreprises ou soit aux groupements d'entreprises ou soit aux sociétés ou établissements ayant conclu des conventions de collaboration avec les gouvernements ainsi que aux entreprises créées en vertu des conventions de collaboration ou sociétés communes, aux sous-traitants liés par un contrat de sous-traitance et utilement communiqué aux administrations fiscales, douanières, des recettes non fiscales ainsi que aux autres services intervenants et aux administrations fiscales provinciales. Donc, cette loi a été instaurée uniquement pour qu'elle soit appliquée aux entreprises, ou soit aux établissements ou aux sociétés ou aux groupements d'entreprises qui seront évidemment considérés comme partie prenante du contrat de collaboration avec les gouvernements. Ça peut aussi s'appliquer pour des cas de sous-traitance, ok, s'il s'agit d'un contrat de sous-traitance, ainsi de suite. Alors, je vais maintenant vous présenter les différentes conditions d'éligibilité pour que ces entreprises puissent bénéficier de tout ce qui est comme régime fiscaux d'exception qu'on peut retrouver dans cette loi. Ok? Parce que dans cette loi, il y a évidemment des avantages. Quand on parle des régimes fiscaux d'exception, directement, on fait allusion aux avantages fiscaux douaniers, parafiscaux que un régime fiscal ou une loi quelconque peut accorder à une catégorie de contribuables. Alors, quelles sont les conditions pour accéder à ces avantages? Maintenant, ce que nous devons tout simplement savoir, sont éligibles à conclure une convention de collaboration, ce sont les entreprises, ou soit les groupements d'entreprises, ou les sociétés, ou encore les établissements, ayant une personnalité morale des droits privés ou des droits publics, ou soit des droits congolais, ou des droits étrangers, et pouvant justifier des moyens techniques et financiers suffisants pour mener à bien un projet de coopération ou pouvoir mobiliser les 10 moyens auprès des bailleurs des fonds. Alors, ce que nous devons retenir, un décret du Premier ministre délibéré en Conseil des ministres
détermine évidemment les conditions d'éligibilité ainsi que les contenus des conventions de collaboration. Voilà. Alors, toutefois, les conditions suivantes sont requises. En termes de conditions, premièrement, il faut que la valeur des investissements ne doit pas être inférieure à l'équivalent en francs congolais d'1 milliard de dollars américains. C'est-à-dire, les coûts d'investissement, les coûts du projet ne doivent pas être inférieurs à 1 milliard de dollars américains. Deuxièmement, on doit se rassurer de la prise en charge des clauses sociales ainsi qu'environnementales. C'est-à-dire, on doit se rassurer que la partie prenante va respecter les clauses sociales, c'est-à-dire elle doit respecter évidemment les clauses qui visent à éliminer le chômage ainsi que, n'est-ce pas, à lutter contre les exclusions des appels d'offres. C'est-à-dire, ce n'est pas bien de fixer des critères de discrimination quand ces entreprises seront en train d'engager les gens qui vont travailler dans les travaux publics fixés dans les contrats. Donc, c'est la même chose à ce qui concerne les clauses environnementales. Ce sont des clauses qui luttent, n'est-ce pas, contre la destruction, soit méchante de l'environnement. Donc, ce sont des clauses qui luttent ou bien qui visent la protection de l'environnement. Alors, une autre condition, on nous demande de réaliser une présentation d'une offre sous forme d'un montage financier sur les projets. Donc, ça, c'est la troisième condition, c'est-à-dire les projets sur lesquels on a conclu les contrats, ça doit être présenté sous forme d'un montage financier, c'est-à-dire quoi? L'entreprise ou la partie prenante doit tout faire pour expliciter, n'est-ce pas, les projets, c'est-à-dire elle doit montrer les besoins de financement du projet, voire même les différentes ressources nécessaires qu'elle peut posséder pour parvenir à réaliser ces projets. De même, on aura besoin de l'engagement d'assurer le transfert de la technologie. Donc ici, on aura besoin de se rassurer s'il y aura le transfert de la connaissance ou tout simplement du savoir-faire. À part ça, vers la fin, on aura besoin d'un engagement de ne recourir à la main-d'œuvre étrangère que lorsque les qualifications ainsi que les compétences ne sont pas disponibles localement. Donc, pour que ces entreprises parviennent à engager les gens de l'extérieur dans une entité où elles sont en train de travailler, elles doivent se rassurer que au niveau local, il n'y a pas de compétences, il n'y a pas de ressources nécessaires qu'elles peuvent engager. Alors, je vais vous parler maintenant des avantages en matière fiscale, douanière, voire même parafiscale. Alors, ce qu'il faut retenir, sans préjudice des avantages fiscaux, douaniers, non fiscaux, accordés conformément aux lois et édits en vigueur ou en vertu de ceux-ci, et hormis les impôts, les droits, les redevances, les taxes, les entreprises, ou soit les groupements d'entreprises, ou soit les sociétés ou établissements, ou entreprises créées en vertu des conventions de collaboration qui exécutent la convention de collaboration ainsi que les conventions connexes sont exonérés premièrement des impôts, des droits, des taxes, des droits de douane, des redevances au niveau soit national
voire même au niveau provincial ainsi que municipal, de tout ce qui est comme impôts, droits, taxes, qui peuvent être soit directs ou indirects, soit à l'intérieur ou soit à l'import ou à l'export, payables en République démocratique du Congo, pour autant qu'ils soient strictement liés à la convention de collaboration ainsi qu'au projet de coopération. Donc ici, nous voyons, il y a une exonération presque totale de tous les impôts qui sont liés directement à l'activité de la convention de collaboration entre les gouvernements ainsi que les entreprises qui sont considérées comme les parties prenantes. Alors, qu'est-ce qu'il faut encore retenir? Nous devons savoir également les entreprises ou soit les groupements d'entreprises ou les sociétés ou soit les établissements ou entreprises créées en vertu des conventions de collaboration ou entreprises communes bénéficiant de l'exonération prévue doivent tout simplement demeurer redevables légaux de tous les impôts, de toutes les taxes également, pour lesquels ils ne sont que simples collecteurs. Donc en matière soit des IPR, pour tous les impôts pour lesquels ces entreprises sont considérées comme les simples collecteurs, elles ont droit de collecter ces impôts auprès de leurs employés, de leurs travailleurs, et de venir payer ça auprès de l'État ou auprès de l'administration fiscale concernée. Alors, ce qu'il faut également retenir en termes d'avantages, donc tous les objets de déménagement appartenant au personnel employé par une entreprise, ou soit par un groupement d'entreprises, ou soit par une société, ou soit encore par un établissement ou par des entreprises créées en vertu des conventions de collaboration qui s'occupent des grands travaux en exécution de la convention de collaboration ainsi que de ces conventions connexes sont exonérés des droits ainsi que des taxes à l'importation conformément au code des douanes. Il peut arriver par moment, les entreprises qui ont conclu les contrats avec le gouvernement congolais étaient soit à l'étranger et elles veulent venir travailler en RDC, mais ces entreprises peuvent déménager avec leurs équipements, leur matériel, ou soit avec leurs machines. Alors, tout ce qui est comme équipement, comme matériel, qui sont tellement liés au projet de collaboration avec le gouvernement congolais, seront exonérés au niveau de la frontière. Donc, il n'y aura pas paiement de tout ce qui est comme droits et taxes à l'importation, ainsi que tout ce qui peut être comme droit à l'importation conformément au code des douanes. Voilà.